Normalement, c'est bon. Allez, je vous propose qu'on commence. Ok, c'est parti. Allez, super. Bah, merci beaucoup à toutes et à tous d'être là ce matin. On a la chance d'avoir Célia qui a écrit ce livre blanc dont vous avez probablement entendu parler sur le mandat de la résilience 2026-2032. Et donc l'idée, c'était d'avoir une petite discussion avec Célia suite à la sortie de ce livre blanc, qu'elle se présente et qu'elle présente aussi un peu les différentes conclusions à laquelle elle est arrivée avec la rédaction de ce livre blanc. Donc bah, peut-être pour commencer, Célia, on entend beaucoup dans les médias, etc., des prévisions qui sont pas terribles, qui sont même pas du tout euh, plutôt anxiogène, on va dire, quand on entend plus 4 degrés, par exemple, en 2100, on se dit, bah, 2100, c'est bientôt, et donc, du coup, bah, toutes ces crises climatiques, on va dire, en tout cas, ces enjeux climatiques sont déjà là, et on prévoit que ça augmente. Et du coup, je voulais savoir, peut-être pour commencer, bah, déjà, peut-être que tu te présentes rapidement et que tu nous expliques pourquoi tu as écrit ce livre blanc aujourd'hui et à destination de qui? D'accord. Alors merci Marie. Donc déjà, bonjour à toutes et toutes, hein, et merci à vous d'être là pour échanger sur cet enjeu vraiment majeur pour les années à venir, donc celui de la résilience des territoires. Donc moi, pour me présenter en 2 mots, donc je suis docteur en sciences économiques de formation et j'ai travaillé plus de 10 ans auprès des collectivités territoriales, donc surtout auprès des exécutifs locaux, sur tous les sujets de développement économique, aménagement du territoire et avec la montée des enjeux environnementaux, les enjeux de transition environnementale. Et donc depuis 2 ans, j'ai cofondé, Euroquat aux côtés de Mathieu, donc qui est présent, aussi aujourd'hui. Et donc avec Euroquat, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les projets et les stratégies des acteurs des territoires, donc des acteurs évidemment publics, les collectivités territoriales, dans leur stratégie de transition environnementale, leurs projets de territoire, mais aussi les acteurs privés qui souhaitent vraiment s'ancrer durablement sur les territoires et qui souhaitent s'investir, au service de l'intérêt général des territoires. Donc pourquoi ce livre blanc? Parce que Marie, tu en as quand même parlé très rapidement dans ta petite phrase d'introduction, mais aujourd'hui, on est vraiment face à une urgence à agir face aux effets du changement climatique qui accélère. Donc vous avez tous en tête, hein, les événements récents de cet été, par exemple, mais aussi parce qu'il y a cette urgence environnementale, on a un contexte d'urgence sociale. Et le fait que si on ne prend pas en compte aussi ces questions sociales, le risque de la transition environnementale, c'est qu'elle se fasse au détriment de la cohésion, qu'elle soit sociale ou territoriale, et qu'elle accroisse ces inégalités. Donc aujourd'hui, on a vraiment, nous, une conviction forte chez Euroquat, c'est que ce sont les communes et les communautés de communes, les agglomérations, donc ce qu'on a appelé le bloc communal, qui est vraiment en première ligne pour répondre à ces multiples crises environnementales, sociales, mais aussi politiques. Je ne reviens pas dessus, vous l'avez tous en tête, on a un contexte politique international, mais aussi de politique nationale très complexe, une défiance croissante dans les institutions. Et nous, ce qu'on pense, c'est que si on ne prend pas aujourd'hui en compte l'ensemble de ces dimensions, on va accélérer dans le mur et on ne parviendra pas à un projet de territoire durable, à un état de résilience durable. Donc, d'où le titre aussi de ce livre blanc 2026-2032, le mandat de la résilience. Pourquoi? Parce que dans le contexte où la campagne des élections municipales va démarrer, il nous semblait vraiment essentiel de porter ces enjeux de résilience au cœur des projets politiques des prochaines équipes. Et donc, du coup, un livre blanc qui s'adresse à la fois aux équipes municipales et intercommunales qui sont en place, voilà, pour les aider un petit peu à comprendre où elles en sont, à cerner un petit peu leurs enjeux de territoire pour se mettre en ordre de marche en vue du prochain mandat, aux futures équipes, mais aussi aux citoyens qui cherchent des clés de lecture et une meilleure compréhension des enjeux actuels, et aux entreprises, associations, acteurs des territoires qui veulent prendre toute leur part dans l'atteinte des objectifs de transition et de résilience. Est-ce que Célia, tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots simples ce qu'est la résilience? Oui, complètement. Alors, en quelques mots simples, je vais essayer. En tout cas, je suis désolée, je switch un petit peu entre mes fenêtres parce que sinon je ne vous vois plus, ce qui est un peu perturbant. Donc la résilience nous porte vraiment une approche transversale et systémique. C'est quoi un territoire résilient? C'est un territoire qui prend sa part dans l'atténuation du changement climatique, donc qui déploie des politiques publiques et qui mobilise ses acteurs du territoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi un territoire qui aujourd'hui est capable de s'adapter aux effets du changement climatique, parce que très longtemps on a parlé atténuation, et aujourd'hui le changement climatique est là, ses effets sont de plus en plus forts,
de plus en plus extrêmes, de plus en plus fréquents, donc une nécessité pour les territoires de s'adapter. C'est aussi, et c'est souvent la grande oubliée, un territoire qui protège ses ressources. On peut penser à la ressource en eau, mais on a aussi l'enjeu de la biodiversité qui est souvent laissé de côté, qui est pourtant majeur, et un territoire qui, bien sûr, prévient les risques et améliore sa gestion de crise, sachant que ces crises, on pense aux inondations, on pense aussi aux sécheresses, on pense aux incendies, se multiplient. Donc, comment aujourd'hui le territoire gère ces crises? Donc, un territoire résilient, c'est un petit peu le petit schéma, j'espère que vous le voyez bien sur le partage d'écran. C'est un territoire qui anticipe les chocs, qui en minimise les effets, mais qui apprend, qui rebondit, qui innove. Quand je dis innove, c'est pas seulement technologiquement, c'est aussi socialement, au niveau sociétal, au niveau de sa gouvernance, de ses coopérations, pour évoluer vers un nouvel état d'équilibre, sachant qu'il n'existe pas un état d'équilibre unique, valable pour tous les territoires, mais que cet état d'équilibre, il est construit collectivement. Il reproche sur une approche politique, stratégique, parce qu'il n'existe pas de modèle unique. Pour schématiser, l'ADEME a par exemple sorti 4 scénarios possibles d'évolution, donc c'est bien la preuve qu'on a débat sur ces scénarios d'évolution, et que chaque territoire a ses propres objectifs politiques qui répondent à des enjeux précis, particuliers, et à des priorités qui sont fixées collectivement et démocratiquement. Donc, on porte bien une vision globale de la résilience. Et cette vision, elle n'est pas que théorique, parce que je peux vous donner un petit exemple d'un territoire qui a fait vraiment quelque chose de très intéressant, c'est celui de Grenoble. Grenoble, par exemple, a utilisé le donut de Kate Raworth. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Donc, en gros, c'est un modèle qui inclut à la fois les limites planétaires, mais aussi les enjeux de qualité de vie, de bien-être et les enjeux sociaux. Donc, nous, on est vraiment dans cette idée, comment on territorialise cette vision, cette approche globale, de façon derrière, non pas juste avoir un diagnostic territorialisé et complet, mais en tirer une grille d'analyse qui permet de fixer des priorités aux investissements en fonction de critères sociaux et environnementaux. OK, super. Moi, j'adore les exemples. Effectivement, Grenoble est souvent cité en exemple et je sais que tu en as plein d'autres à nous Mm. partager. Peut-être dans le chat, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, soit à lever la main, soit à réagir dans le chat. Peut-être juste dans la collectivité dans laquelle vous travaillez, est-ce que vous avez déjà intégré cet enjeu de résilience? Peut-être déjà oui, non. Et si vous avez des pistes de réflexion, n'hésitez pas. Et moi, je me demandais, Célia, pourquoi parler de résilience aujourd'hui, c'est plus urgent que jamais, ou en tout cas, pourquoi tu t'es dit que ce livre blanc, il était, alors on a parlé de ce début de mandat qui arrive, mais en quoi c'est vraiment une urgence aujourd'hui de parler de résilience? Alors, je vous mets du coup la petite slide suivante. Donc, pourquoi c'est une urgence? Déjà parce que bah, vous avez les événements majeurs climatiques qui accélèrent. Donc, on le voit toutes et tous hein, dans les informations, par exemple, de cet été. Voilà, à chaque fois, on bat les records de chaleur. Mais c'est pas juste qu'il fait plus chaud. C'est que derrière, on a des îlots de chaleur de plus en plus, enfin, de plus en plus étendus et qui impactent de plus en plus les populations. On a des cas de sécheresse, y compris en Bretagne, pourtant, qui était, entre guillemets, un territoire qui pouvait sembler épargné, mais l'année dernière, on a quand même, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, on a quand même frôlé la rupture en eau potable sur Saint-Malo. On a aussi des problèmes d'inondation à cause de pluies de plus en plus torrentielles et de plus en plus malheureusement fréquentes et qui peuvent succéder à des périodes de sécheresse, hein. C'est toute la difficulté de comprendre les aléas climatiques. Et tous les rapports aujourd'hui le montrent, donc que ce soit bien évidemment les rapports du GIEC, mais les rapports de l'Institut pour le climat ou plus récemment la trajectoire française d'adaptation au changement climatique qui se cale quand même sur un +4 à horizon 2100. Et donc +4, c'est le petit tableau que je vous ai mis, j'espère que c'est un peu lisible, mais en tous les cas, vous l'avez dans le livre blanc, c'est des événements extrêmes de plus en plus violents. Donc voilà, cette urgence à agir, il est clair parce que pourquoi derrière, ça impacte directement les populations, mais ça impacte aussi les activités économiques, l'emploi, ça impacte les services publics et les conditions avec lesquelles on peut rendre nos services publics et les agents de la fonction publique qui sont vraiment en première ligne dans la gestion de ces événements et qui sont aussi en première ligne concernés. On peut penser aux agents des routes ou voilà, par exemple ou autres, ou en tout cas, Mhm. pareil, l'accueil dans les écoles et cetera qui est directement impacté. Et alors En justement, concrètement, on en est où aujourd'hui? Est-ce que donc là tu nous parlais de Grenoble, est-ce que selon toi et selon ce que tu as pu étudier dans le livre blanc, est-ce que les collectivités globalement, est-ce qu'elles sont prêtes? Ou on entend souvent parler de travail en silo, est-ce qu'elles sont encore à une phase où elles travaillent beaucoup en silo? Est-ce que tu peux nous donner un peu un état des lieux peut-être à aujourd'hui? alors déjà, c'est un petit peu le sens du schéma que je viens de vous mettre. L'objectif, c'est pas d'aller le lire en détail, mais c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le cadre réglementaire français dote les collectivités de documents de planification territoriale et que ces documents, globalement, permettent quand même de leur donner les compétences
qui permettent aux collectivités locales d'agir. Donc, je vais pas revenir sur les différentes lois successives qui ont eu lieu depuis 10 ans, hein, loi NOTRe, loi MAPTAM, loi d'orientation des mobilités, loi climat et résilience. Elles renforcent toutes les compétences des collectivités territoriales sur la lutte contre le changement climatique. Alors, ça, c'est un premier état des lieux. Elles ont les compétences. Bon, elles ont beaucoup agi sur l'atténuation ces dernières années. Par contre, l'adaptation, on a plusieurs études qui sont sorties et qui montrent qu'elle est pour le moment insuffisamment prise en compte dans les collectivités. Quand on voit les plans climat, air, énergie territoriaux des collectivités locales, il y en a peu qui ont un vrai volet adaptation. Pourquoi? Parce que c'est déjà une notion qui est plus complexe à aborder, qui parle peut-être un petit peu moins, et parce que les effets du changement climatique sont visibles, c'est vrai, beaucoup plus fortement depuis seulement quelques années. Et le GIEC, du coup, n'a défini que plus tardivement le concept d'adaptation. Du coup, voilà, une prise en compte plus tardive, un vrai enjeu aujourd'hui à ce niveau-là. Mmh. Alors, les collectivités ont les compétences pour agir, elles doivent renforcer leur volet adaptation, donc faire plus sur ce volet-là. Mais le problème aujourd'hui, ça je pense que vous l'avez tout en tête, c'est quand même la contrainte financière, notamment les budgets de l'État, les dotations de l'État aux collectivités déjà, qui sont tendance à baisser, les budgets de l'État consacrés à la transition qui reculent ces dernières années. On pense par exemple au fonds vert qui a quand même été réduit de 850 millions d'euros l'année dernière, ou cette année, enfin bref. Donc, face à cette difficulté de financement, l'enjeu aujourd'hui pour les collectivités, donc c'est ce que je vous ai mis après, ça va être d'aller chercher des alternatives. Comment faire avec peut-être un petit peu plus de moyens, voire moins de moyens? Donc, il y en a qui ont déployé des solutions assez intéressantes. On peut par exemple penser au Marais Poitevin. Le parc naturel régional du Marais Poitevin regroupe 6 communautés de communes, et ces 6 communautés de communes se sont alliées pour aller mobiliser le programme LIFE, donc programme européen, pour avoir des financements pour financer l'élaboration de leur stratégie de résilience. Donc, ce qui est intéressant aussi dans cet exemple, ça montre qu'il faut aujourd'hui chercher de nouvelles coopérations, de nouvelles façons de faire. Il va falloir faire plus, mais il va falloir aussi faire autrement, faire avec mes voisins, faire avec les territoires proches. Donc, comment je repense cette gouvernance, cette coopération sur une échelle interterritoriale qui est pertinente par rapport aux enjeux posés et par rapport aux politiques qu'on cible. Mmh. Donc, ça va aussi vouloir dire faire autrement et refixer d'autres priorités aux politiques publiques. Là, Marie, je rejoins un petit peu vraiment le sens de ta question, c'est qu'aujourd'hui, on a encore un petit peu un fonctionnement en silo. J'ai d'un côté mes politiques environnementales, mes politiques de transition, et de l'autre, j'ai ma politique de développement économique, ma politique agricole, ma politique culturelle, etc. Mais c'est Mmh. aujourd'hui comment on fait, comment on retrouve une autre façon de faire pour que les objectifs de résilience vraiment irriguent l'ensemble des politiques publiques et non plus seulement les politiques environnementales. Voilà. Par exemple, comment je revois ma politique de développement économique à l'aune des objectifs sociaux et environnementaux. Ouais. Justement, tu parles dans le livre blanc du bloc communal un peu comme un chef d'orchestre. Moi, ça m'avait parlé parce que j'imagine bien justement qu'il faut faire travailler un peu tout le monde ensemble. Est-ce que tu peux nous dire un peu justement concrètement autour de cette notion de chef d'orchestre, qu'est-ce qu'aujourd'hui le bloc communal doit faire concrètement selon toi? Alors, aujourd'hui, voilà, enfin, pendant longtemps, du coup, c'est vrai, le bloc communal, il déployait ses politiques publiques en propre, il avait ses ingénieurs, il avait ses services publics, il agissait en direct. Aujourd'hui, on le sait, atteindre les objectifs de transition qui soient d'adaptation, qui soient de réduction de gaz à effet de serre, qui soient de biodiversité, qui soient de prévention des risques, dépasse largement les compétences en propre des politiques publiques et du bloc communal. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir que les collectivités se repositionnent, et c'est ce que vraiment ce rôle de chef d'orchestre, c'est comment est-ce elles se mobilisent pour, quelque part, entraîner le faire ensemble. Comment elles font avec leurs acteurs de terrain, avec leurs citoyens, avec leurs entreprises, les associations. Comment elles embarquent tout l'écosystème dans une dynamique de mise en mouvement, de transformation, et du coup, elles n'ont plus seulement un rôle de sensibiliser ou d'informer, mais vraiment un rôle de co-construction aujourd'hui des projets de territoire avec l'ensemble des parties prenantes pour associer tout le monde dès la phase de diagnostic, co-construire le diagnostic, parce que la difficulté qu'on a, c'est quand même des sujets très complexes et on a encore vraiment des diversités, des divergences d'intérêts, des conflits sur certains sujets. Si on parle de l'eau, c'est flagrant entre les agriculteurs, les industries, les consommateurs, les associations de défense de l'environnement. Il y a des conflits extrêmement compliqués. Mmh. Pour dépasser ces conflits, c'est pas la collectivité qui va imposer une façon de faire, c'est vraiment comment j'associe tout le monde autour de la table, y compris les citoyens, dès le démarrage de la démarche, pour parvenir à quand même un minimum de consensus, un minimum d'objectifs partagés, et derrière surtout d'associer les acteurs aussi et les parties prenantes pour que les actions soient portées. L'objectif aujourd'hui, c'est comment je déploie des actions qui concernent aussi les filières économiques et comment je m'organise pour que ces filières portent les actions en fonction des objectifs politiques qui ont été fixés, bien sûr, mais aussi en partant des besoins quotidiens
des attentes, des difficultés que rencontrent les acteurs de terrain, les citoyens, les habitants. Donc je vous ai mis par exemple 2 exemples que j'avais trouvés assez intéressants. C'est l'agglomération de Laval, qui a travaillé avec les opérateurs publics et privés de la construction et du logement pour créer une charte de l'urbanisme durable, pardon. Donc une charte, ça n'a pas en soi de valeur juridique, donc c'est bien cette idée qu'on va créer une mise en mouvement. C'est comment je fais pour que mes opérateurs, ils intègrent les objectifs environnementaux dans leurs opérations de construction et d'aménagement. Donc du coup, comment ça se traduit? C'est que quand ils déposent un permis de construire, il faut aussi qu'ils déposent un document technique qui explique comment ils vont répondre aux objectifs de la charte. Donc on est bien quelque part aussi sur, voilà, sur un lien renforcé entre collectivités et opérateurs au sens d'un objectif commun. Rennes Métropole aussi a fait ça, par exemple, avec la logistique urbaine durable. Elle a mis autour de la table les acteurs de la logistique urbaine et ensemble, ils se sont dit comment, voilà, on va vers une logistique du dernier kilomètre qui soit plus verte, plus durable et qui réponde aux objectifs environnementaux, mais aussi de sécurisation des conditions d'emploi. Voilà pour vous donner un petit peu de 2 exemples. Donc c'est vraiment, voilà, comment est-ce que j'accompagne et je mets en mouvement l'écosystème local. Super, bah, ça répond peut-être un peu à ma question, enfin la question qui me venait, c'est-à-dire que c'est clairement un enjeu d'associer les citoyens, l'écosystème, c'est un peu une évidence sur la plupart des projets locaux, hein, des projets de territoire ou autres, mais on sent bien que sur cet enjeu de résilience, il y a peut-être encore plus ce besoin d'aller associer les différents acteurs. Et du coup, ma question, c'était vraiment comment on peut faire, comment on peut être dans le concret. Donc là, tu nous as déjà donné 2 Mmh. exemples. Est-ce que peut-être tu en as d'autres, à nous partager? Alors oui, je fais juste une petite, digression, c'est que l'objectif de résilience, il est particulièrement complexe parce qu'il est transversal. On a parlé tout à l'heure du donut, je vous le remets là. C'est comment est-ce qu'on arrive à atteindre les objectifs sociaux et environnementaux et c'est ça qui est particulièrement compliqué et c'est pour ça qu'il faut mobiliser les citoyens et l'écosystème dès le démarrage des démarches. Ça là-dessus, voilà, on est quand même face à des enjeux complexes, hein. On n'a pas de solution toute faite, mais en tout cas, nécessairement, il va falloir que ce soit co-construit pour parvenir à cette approche transversale et bien à prendre en compte l'ensemble des dimensions. Sachant quand même que la transition environnementale peut aussi être un vecteur d'amélioration du bien-être, d'amélioration de la qualité de vie. Elle peut créer des emplois locaux. On pense à la logistique urbaine durable, mais il y a aussi l'économie circulaire, il y a aussi l'agriculture durable et de proximité de qualité qui peut être créatrice d'emplois. Et en tout cas, comment on peut faire? C'est une bonne question quand on a ces multiples objectifs, ces multiples crises et l'ensemble de ces acteurs. Il y a, pour vous citer quand même 2 exemples assez intéressants de comment associer ces acteurs et ces citoyens dès le démarrage des démarches. C'est ce qu'ont fait Lyon et Grenoble. Lyon, par exemple, a fait une grande convention citoyenne, pour le climat, où ils ont associé pendant plusieurs mois une centaine à la fois de citoyens, mais aussi d'acteurs économiques et d'associations qui ont rendu un avis citoyen qui s'est positionné sur, les actions à mettre en œuvre et les priorités stratégiques pour adapter le territoire et transformer le territoire dans l'atteinte de ces objectifs de résilience. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cet avis citoyen, il a aussi donné, des pistes sur comment faire pour que ces actions soient portées concrètement par les acteurs de terrain. Donc voilà, il y en a qui ont réussi à le faire. Grenoble aussi a eu le même genre de démarche. Donc c'est des exemples qui montrent que, on peut réussir quand même à parvenir à dégager un consensus et des priorités partagées Mmh. et des actions portées concrètement derrière. Trop bien, je vois qu'il y a des questions, je vous propose de les prendre juste après. On avait encore 2 sujets qu'on avait envie d'aborder avec vous. Dans le livre blanc, tu parles pas mal d'intelligence artificielle, comme évidemment, un des enjeux, importants et tu penses, enfin en tout cas, ce que j'ai lu moi dans le livre blanc, c'est tu penses que l'IA utilisée de manière responsable, peut aider justement les collectivités, à faire face à ces enjeux, notamment grâce aux données. Est-ce que, pareil, tu pourrais nous expliquer ça, comme tu le fais depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de manière simple avec des exemples aussi sur comment l'IA peut être, peut-être un allié sur ces questions? Alors, l'IA, c'est vraiment un sujet qui fait débat. Pourquoi? Parce qu'elle a un coût environnemental. Ça, c'est clair, il faut l'intégrer dès le départ à Mmh. l'analyse. Donc, on utilise l'IA si on n'a pas d'autre alternative plus sobre en matière de ressources, et notamment en électricité et en eau que l'IA. Donc l'IA, oui, si elle répond à un enjeu de sobriété, à un enjeu de transparence aussi sur les algorithmes, parce que c'est quand même des données sensibles derrière et il faut comprendre quels sont, quels sont les résultats donnés par les modèles.
et une IA souveraine. On a vraiment aussi cet enjeu de souveraineté. Donc en gros, la doctrine qui est actuellement en train de monter, c'est comment est-ce qu'on déploie une IA frugale et de confiance au service de l'intérêt général et des territoires et de leurs objectifs de résilience. Pour vous donner un exemple, Nantes, par exemple, a travaillé une boussole de l'intelligence artificielle qui donne le cadre qui permet un usage de l'IA justement dans ce but de l'intérêt général. La première difficulté pour déployer un système d'intelligence artificielle, quand même, c'est la qualité et la fiabilité des données. Parce que pour entraîner un modèle, il faut qu'on ait des données derrière. Donc cet enjeu de données, il est très important. Et par exemple, je vous parlais tout à l'heure du projet du Marais Poitevin. Une des briques de ce projet, c'était aussi d'avoir une centralisation des données climatiques, une fiabilisation des données. On a la région Centre-Val de Loire aussi, qui a mis en place un Climate Data Hub, dont l'objectif est de territorialiser, de centraliser, de fiabiliser les données climatiques du territoire. Donc ça, déjà, c'est le prérequis. Une fois qu'on a des données de qualité, qu'on se dit, OK, là, il y a intérêt à utiliser l'IA, ça peut être une vraie aide à la prise de décision. Pourquoi? Parce que l'IA, elle peut aussi, par la projection, donc c'est ce qu'on appelle l'IA prédictive, permettre de mieux comprendre les phénomènes climatiques. Par exemple, d'analyser le recul du trait de côte, d'analyser les risques de submersion marine, d'analyser les îlots de chaleur. Enfin bref, elle permet quand même beaucoup de choses. Et du coup, derrière, d'améliorer l'efficacité des investissements et d'adapter les projets urbains et les projets d'aménagement en utilisant des projections et non plus seulement les données passées. Pour vous donner un exemple, c'est Angers-Leur Métropole qui a créé un jumeau numérique, c'est-à-dire une représentation en 3D du territoire, qui s'appuie à la fois sur les données passées des événements climatiques, mais qui intègre aussi les projections du GIEC, et du coup qui permet vraiment de simuler et d'aider à la prise de décision des élus. Ensuite, pour finir, l'IA, elle peut aussi avoir une vraie plus-value pour certains métiers techniques. Donc là, on est plus vraiment dans de l'IA métier. Et on peut penser par exemple à l'amélioration de la gestion du ramassage des déchets. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur TF1, il y a quelques jours, il y a eu un reportage sur la Corse. Je crois que c'est Porto Vecchio qui a mis des capteurs sur les containers à déchets. Ces capteurs qui reliés à un modèle permettent d'optimiser les collectes et les tournées. Et du coup, c'est moins de camions qui circulent sur des distances plus courtes, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. On a aussi l'IA qui est utilisée pour la maintenance prédictive des réseaux d'eau potable ou d'assainissement. Voilà, donc on peut avoir aussi un intérêt sur les métiers. Et pour vous citer deux exemples, on a Metz qui a mis en place un système qui aide à la détection des déchets sur l'espace public et donc à améliorer la propreté et la sensibilisation des citoyens sur la gestion de la propreté de l'espace public. Je vous ai mis aussi l'exemple de la station d'épuration de Rennes à Borade, qui est pilotée en partie par un système d'IA qui a quand même permis jusqu'à 15% d'économie sur la facture énergétique. Et pour finir, on a Lyon avec un projet qui s'appelle e-Arbre, qui permet de détecter les espaces qui peuvent être végétalisés en fonction de la nature des sols, de la pluviométrie, voilà, de tout un tas de facteurs. Donc voilà en Ouais. 3 mots les intérêts que peuvent avoir l'IA aussi dans un objectif de résilience, mais en ayant bien conscience de son coût environnemental, voilà, et bien peser le pour et le contre. Ouais. Ok, bah vaste sujet. N'hésitez pas si vous avez soit des utilisations que vous avez déjà constatées dans vos collectivités ou des questions sur le sujet. Moi, j'avais envie de terminer avant de passer aux questions. Est-ce que si tu devais laisser un seul message, on va dire, aux élus, aux responsables qui sont présents aujourd'hui ou qui vont nous suivre en replay, ça serait quoi ton message, Célia? Bah, très clairement qu'on est face à une urgence à agir, qu'on a une fenêtre de tir qui s'ouvre aujourd'hui pour mettre en avant les enjeux de résilience avec les prochaines échéances municipales et le renouvellement des équipes, et qu'on a à la fois toute la complexité d'agir sur le court terme pour gérer les crises, mais aussi de prendre le temps, presque d'un mandat, c'est vrai, pour avoir le temps de co-construire, de mettre en mouvement, d'associer l'ensemble des parties prenantes, parce qu'un projet de territoire et un projet notamment, enfin, on le sait tous, un changement climatique va fortement impacter nos modes de vie, nos façons de faire. Donc, il peut pas, enfin, chaque territoire va avoir ses propres contraintes. Donc, à chaque territoire, d'associer ses acteurs, d'associer sa population pour écrire un projet de long terme qui soit bien co-construit et bien porté collectivement. Et par contre, on peut agir dès aujourd'hui. C'est ça qui a un intérêt déjà pour tirer un bilan de l'existant. Qu'est-ce qui existe sur ma collectivité ou qu'est-ce qui existe dans ma structure déjà? Quels sont mes besoins? Voilà, dresser un premier bilan, un premier état des lieux qui va permettre de démarrer dans de bonnes conditions dès le début du prochain mandat. Donc ça, c'est une Voilà. des spécialités de Rocat-T, de pouvoir permettre cette analyse de ce qui existe et de se projeter vers l'avenir. Oui, 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 complètement. Là, on est un peu au cœur, ouais, de nos métiers, tout à fait. Bon, trop bien.
Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous propose de les prendre dans le chat. Il y a une question de Cécile qui disait les collectivités n'ont-elles pas davantage les connaissances que les compétences techniques et les budgets pour exécuter des projets à impact concernant l'adaptation au changement climatique? Ah oui, alors ça, très clairement, c'est tout l'enjeu. Elles ont les compétences. Quand je dis compétences, c'est en termes, de compétences institutionnelles et réglementaires. C'est-à-dire que c'est elles, aujourd'hui, qui sont en charge, de déployer les politiques d'adaptation et d'atténuation. Quand on prend les grandes métropoles, très clairement, ou les grandes agglomérations, elles ont, vraiment des équipes d'ingénieurs, des équipes techniques extrêmement solides. Donc les compétences RH, on va dire qu'elles les ont. Par contre, en effet, l'enjeu, c'est les plus petites collectivités locales, et c'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure de mutualisation, de trouver la bonne échelle d'action. Parce que, par exemple, embaucher un chargé de mission en charge de l'élaboration d'un plan climat, air, énergie territorial pour une petite COPCOM de 20 000 habitants, c'est pas possible, ça coûte beaucoup trop, enfin, c'est trop cher. Voilà, donc c'est comment est-ce que je mutualise aussi avec mes territoires voisins qui peuvent avoir les mêmes enjeux. Par exemple, les territoires littoraux, hein, 2 communautés de communes littorales peuvent avoir exactement les mêmes enjeux de risque de submersion, de recul du trait de côte. Donc réussir à trouver une structure de mutualisation des ressources, pour répondre, voilà, à cet enjeu, de développement technique. Et c'est pour ça aussi que je parlais de co-construire, c'est-à-dire que les acteurs du terrain aussi agissent en faveur de l'atténuation, en faveur de l'adaptation. C'est comment je les entraîne, comment j'entraîne mon écosystème dans l'atteinte de mes objectifs, et comment je leur fais aussi porter une partie des actions. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, merci, Célia. C'est vrai que moi, j'ai eu une expérience sur projet européen où on a aidé, on a apporté du soutien technique à 60, non, 54 îles européennes. Donc, voilà, c'était plutôt les îles du Nord qui montraient aussi un petit peu l'exemple aux îles du Sud, hein. Il y a un gros écart entre les îles du Nord et les îles du Sud. Mais c'est vrai que la compétence technique, l'estimation des coûts, voilà, le procurement, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place pour développer un projet concret d'adaptation au changement climatique. Donc, je comprends mieux votre terme de compétence aussi, Mmh, compétences institutionnelles et réglementaires. Ok, je fais bien la oui, différence maintenant. Donc, oui, ça répondait à ma question. Merci. OK, parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. Célia, une autre question. On se projette un maire ou un président de PCI, un élu et élu en mars 2026. Quelles sont les premières étapes à mettre en œuvre lors de leur mandat pour aborder un projet de résilience territoriale et pour emmener avec eux les élus? Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience peut-être sur enfin, des expériences sur lesquelles tu as travaillé? Oui, alors on a accompagné plusieurs collectivités, que ce soit aussi bien en formation de leurs cadres et de leurs agents, ou tout ça dans l'élaboration de leur projet de territoire. Bah, un petit coucou à Lucie et Pauline, avec qui on a travaillé sur ces sujets. Hem, Le bruit qui Vraiment court. la ouais. Donc la première phase, clairement, c'est la sensibilisation déjà et la formation des élus et des cadres techniques. Ça, c'est une première étape, parce qu'il faut qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils comprennent de quoi ils parlent, qu'ils comprennent les instruments qu'ils ont en leur possession, parce qu'honnêtement, le cadre réglementaire est complexe. Savoir ce que c'est un PCAET, quels outils j'ai derrière, c'est pas de l'inné, c'est pas d'acquis, mais il faut bien être formé sur ces sujets-là. Et la première phase, vraiment dans une démarche, par contre, d'élaboration d'un projet de territoire de résilience, c'est déjà la phase de diagnostic. Et ça, c'est extrêmement important, c'est que dès le démarrage des démarches, il faut associer l'ensemble des parties prenantes, et y compris les habitants et les citoyens, pour diagnostiquer les besoins, les enjeux, les attentes, mais aussi leur vision du territoire et comment eux, ils se voient prendre une part à ce projet de transformation. Voilà, parce que si ce diagnostic, déjà, il part pas de constats partagés, on va être sur des conflits, heu, entre les différentes parties prenantes, seront parfois très difficiles à dépasser, et qui peuvent vraiment, faire tomber les politiques, enfin, très clairement. Mhm. Ok, alors il y a une question aussi de Lucie qui dit que notre sentiment est que toutes les collectivités élues parlent d'adaptation, mais tu indiques que c'est inexistant même dans les documents PCAET. Comment expliques-tu que cela ne soit pas plus développé dans les collectivités et quels sont les principaux freins sur lesquels agir? En gros, où sont les nœuds? Alors, les nœuds, l'adaptation, ça peut demander des mesures très, très lourdes. Ben, je vais prendre un exemple, l'adaptation au recul du trait de côte et au risque de submersion marine. On sait qu'on va devoir reculer sur certains pans du littoral, pas seulement construire des digues, les mesures techniques ne suffiront pas, et reculer, ça veut dire abandonner les activités économiques, abandonner, les habitations qui sont le long, du rivage. Donc le temps qu'on n'est pas frappé directement par ces événements,
C'est un peu notre look-up, hein, c'est qu'on refuse de voir ce qui va nous arriver dessus, pour schématiser, pour parler, voilà. Et donc, déjà, de un, on n'en a pas conscience. Donc, le premier objet, c'est de la sensibilisation et de l'information. Et pour ça, c'est vrai que les outils numériques, et notamment le jumeau numérique, peut être intéressant parce qu'il permet de simuler et de projeter vraiment ce qui va se passer sur le territoire. Et ensuite, pour pouvoir, c'est vraiment repenser le territoire, c'est comment j'aménage mon territoire à 10 ans, 15 ans, et comment je recule. Et ça ne peut reposer vraiment, là pour le coup, vu les enjeux et vu les impacts sur les modes de vie, que sur un projet vraiment co-construit avec les habitants qui sont concernés, avec les acteurs économiques, les commerçants, les acteurs du tourisme, les campings qui vont être directement touchés. Et voilà, c'est pour ça aussi que je dis c'est un projet de territoire de résilience, c'est du temps long, parce que s'organiser pour reculer, par exemple, c'est aussi la même chose avec les stations de moyenne montagne qui n'ont plus de neige, hein. C'est comment je mets tout le monde autour de la table pour trouver des alternatives et développer autre chose à une activité qui est amenée à s'éteindre, voire qui est déjà éteinte pour certaines stations qui, depuis quelques années, n'ont plus du tout d'enneigement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de temps long, c'est que faut s'organiser collectivement pour redéployer l'activité économique et les logements. En 3 mots. Je ne sais pas, Lucie, si ça répond à ta question. Super, j'ai une dernière question, comme ça on aura tenu notre timing de 30 minutes, et ensuite n'hésitez pas s'il y en a d'autres qui vous viennent. En gros, c'est une question budget, une question finance, hein, tu l'as dit, c'est un peu le nerf de la guerre. À un moment où les budgets de l'État et des collectivités voient leur financement chuter, comment convaincre qu'une politique ambitieuse de résilience territoriale n'est pas coûteuse pour les finances publiques, mais au contraire anticipe les dépenses à venir? Très bonne question. On a plusieurs rapports, hein, qui sont sortis là-dessus, et le dernier en date, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est le rapport de la Cour des comptes qui a dû sortir la semaine dernière. Je sais plus les chiffres en tête, hein, mais qui montre très clairement que le coût de l'inaction est nettement supérieur au coût de l'action. Alors oui, on a un contexte budgétaire contraint aujourd'hui. Oui, on est dans un contexte d'incertitude politique, aussi bien nationale qu'internationale, qui tend à bloquer certaines décisions. Mais en tout cas, très clairement, investir aujourd'hui dans l'adaptation et dans la transition environnementale et la résilience, mais y compris la protection de la biodiversité, hein, la gestion des crises, etc., coûtera beaucoup moins cher que si on ne le fait pas et qu'on laisse porter quelque part de façon assez égoïste ce poids-là sur les générations futures. J'aime pas trop prendre cette image, mais là, c'est quand même vrai. C'est que si on ne s'adapte pas aujourd'hui, on le sait, hein, on va avoir des inondations fréquentes, donc des destructions derrière de logements, etc., avec les coûts d'assurance qui augmentent, et on ne parle même pas des coûts humains. Enfin, à Valence, c'était quand même 240 morts et disparus, hein. La chaleur en Europe, on a eu un des étés les plus meurtriers en 2024 à cause des augmentations de température. Voilà, donc les coûts, ils sont là. Donc agir aujourd'hui sera dans tous les cas moins coûteux qu'attendre les années à venir, où ça ne va faire qu'aller croissant. Bon, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de meilleur argument de se dire que finalement, oui, ça coûte cher, mais que c'est aussi pour l'avenir, et qu'il vaut mieux encore le faire maintenant et de ne pas fermer les yeux, comme tu disais, donc look up. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les personnes qui sont avec nous? Et sinon, on clôturera et on permettra aux personnes qui voulaient nous suivre en replay de pouvoir écouter tout ce que Célia nous a partagé. Il y a le livre blanc a plein d'autres. Vous pouvez aller vous plonger dedans pour avoir plus d'exemples, plus de détails. Mais en tout cas, merci beaucoup Célia de nous avoir partagé dans ce temps contraint les grands enseignements et les exemples nombreux que tu nous as partagés. Merci à vous pour votre présence. Voilà, j'espère que ça a été clair et que ça vous est utile et ça vous donne quelques pistes de réflexion, surtout l'envie d'aller plus loin, voilà, de lire le livre blanc. Et puis surtout ne pas hésiter, voilà, enfin, on est toujours disponible, hein, bonjour Charline, à revenir vers nous, pardon, et puis pour échanger avec nous, quoi. Ouais, si vous avez une problématique ou en tout cas l'envie de faire peut-être un premier bilan de ce qui existe, je pense que Célia, Mathieu sont hyper preneurs d'échanges et plein de bons conseils, donc n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir été là, à tous et à toutes, et puis très bonne journée. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup à vous. À bientôt.